La décharge d'Akwedo. Ce site qui réceptionne toutes les ordures des 10 communes d'Abidjan depuis 1965 va être fermé dans les mois à venir. Elle sera délocalisée hors d'Abidjan selon le ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement. Dans le village, les habitants se disent libérés des odeurs nauséabondes qui ont une incidence sur leur santé. À cause des déchets, là, beaucoup de choses versent ici. Bon, ça ne nous arrange pas. Quand ça tombe, la pluie tombe, odeur là, on ne supporte pas. Les gars tombent malades, on fait comment? On a l'habitude de vivre ici, donc on prend ça comme ça. Ça va au moins, ça va salir la ville puisqu'il n'y aura pas d'endroit pour déverser les ordures. Quand c'est comme ça, les poubelles seront accumulées dans les rues, dans les maisons. Si au moins si il y a un coin pour stocker encore autre ordure, là il n'y a pas de problème. Pour la chefferie d'Akwedo, la décharge a causé assez de désagréments aux habitants qui attendent des réparations. Cette décharge a causé d'énormes conséquences à mon village, sinon à la communauté villageoise d'Akwedo, qui en a souffert énormément. On espère qu'après la fermeture, il y aura la phase de la réhabilitation. Et qui parle de réhabilitation, c'est un processus long. Nous pensions que le gouvernement a déjà pensé, mais nous aussi nous avons notre petite idée. Nos démarches auprès des autorités en charge de la salubrité urbaine et de l'assainissement pour en savoir plus sur cette fermeture provisoire de la décharge d'Akwedo restent encore sans suite. Mais en attendant le mois de juillet prévu pour cette délocalisation, la décharge d'Akwedo reste ouverte pour recevoir des ordures ménagères des 10 communes d'Abidjan. Quartier Bélé de Boundiali, il est à peine 7 heures. Adjaratou Diallo accomplit ses travaux ménagers. Elle pile son maïs qui servira de nourriture pour la journée. Toujours avec la même pénibilité, celle de moudre les grains de maïs à l'aide d'un pilon dans un mortier. Chaque matin, on est obligé de faire ce même travail. Souvent, ma paume est remplie de plaies, mais on va faire comme. Seul un moulin peut nous sauver de cette souffrance. Comme à Adjaratou, les femmes de la région de la Bagoué pratiquent cette méthode artisanale au quotidien par manque de moulins. Une pratique qui prend plus de temps et empêche ces femmes de vaquer à d'autres occupations. Souvent, tu piles jusqu'au soir. Si tu as d'autres choses à faire, c'est plus possible. Si tu dois aller vendre ce jour, ta journée est perdue. Depuis un mois, les femmes de Bélé utilisent de moins en moins le pilon et le mortier. Le quartier a désormais un moulin moderne, un don du conseil régional de la Bagoué pour aider les femmes de la région à se prendre en charge. Il y a deux objectifs, alléger la tâche et en même temps leur donner des notions de gestion. Parce que le moulin que nous avons offert, c'est à un groupement, mais l'usage est payant pour que justement qu'elles apprennent à épargner et à investir. Ce sont environ 30 moulins installés dans les départements de Boundiali, Kouto et Tengrida. Les groupements de femmes dans les villages et quartiers en sont les bénéficiaires. Elles saluent cette action qui leur permettra d'aller à leur autonomisation. On ne finira pas de dire merci à Bamba Siama. Il vient de nous mettre sur le chemin du développement. L'argent que nous allons économiser va permettre d'acheter un autre moulin et aider aussi nos sœurs qui veulent faire le commerce. Les revenus de ces moulins servent de ressources pour le financement d'autres activités génératrices de revenus. En 3 ans, ce sont plus de 70 millions de francs CFA investis pour l'achat de moulins dans le cadre de l'autonomisation de la femme de la région de la Bagoué. Il est fonctionnel. Le tout nouveau centre de radiothérapie, situé au sein du CHU de Cocody, il a déjà reçu une 60aine de malades du cancer. Lorsque nous avons ouvert le jeudi 25 janvier, nous avons eu 16 personnes en consultation. Mais lorsque nous avons fait notre bilan en fin de semaine dernière, c'est-à-dire le 2 février, nous étions à 57 patients et 69 consultations. Les patients que nous avons reçus jusqu'à présent sont tous résidents en Côte d'Ivoire, mais nous avons eu déjà 2 demandes de rendez-vous pour la fin du mois de février pour 2 personnes qui résident au Burkina Faso. Dans le cadre de la lutte contre le cancer, le gouvernement multiplie les actions.
Un autre centre de radiothérapie et d'oncologie est annoncé. Il sera construit à Grand Bassam. Ce sera le plus grand centre de cancérologie de l'Afrique de l'Ouest et le deuxième plus grand du monde. Son coût, 60 milliards de francs CFA, financé par la République de Corée. L'arrangement relatif au prêt a été signé ce jeudi 8 février. Je souhaite que la construction de ce centre médical inédit en Afrique et les autres projets coréens puissent contribuer à l'amélioration de l'hygiène et de la santé en Côte d'Ivoire. S'il y a une maladie, mesdames et messieurs, qui défraie ces 10 dernières années la chronique après le VIH-Sida, c'est bien entendu le cancer. En Côte d'Ivoire, il a été enregistré en 2012 environ 12 000 nouveaux cas. Le gouvernement de Côte d'Ivoire en a pleinement conscience et veut éviter que l'expérience du VIH-Sida ne se répète avec le cancer. Le futur centre de cancérologie sera doté de 200 lits de traitement et son personnel formé par la République de Corée. Il aura les équipements à la pointe de la technologie. La ministre Raymond Goudou Kofi a souhaité le démarrage des travaux dans un bref délai. Le régime de Maurice Yameogo, qui a été pourtant réélu le 30 octobre 1965 à 99,97% des voix, cède finalement aux revendications. Le 3 janvier 1966, Aboubakar Sangoulé Lamizana, alors chef d'état-major de l'armée, annonce la chute du régime. Il réinstaure la liberté civique et fait voter en 1970 une nouvelle constitution encourageant le multipartisme et réduisant le pouvoir des militaires. Né en 1916, Aboubakar Sangoulé Lamizana est admis à l'école des officiers africains à Saint-Louis, Sénégal. Il est incorporé le 18 janvier 1936 dans l'armée française comme tirailleur sénégalais. Il est alors âgé de 20 ans et est enrôlé dans l'armée coloniale française. Après 25 ans de carrière militaire, il prend sa retraite en 1961. Il réintégrera alors l'armée voltaïque plus tard. Le 5 août 1960, la Haute-Volta devient indépendante. Le 24 avril 1961, des accords de coopération sont signés avec la France et le poste de chef de bataillon échoua à Lamizana, qui devient le premier chef d'état-major des forces armées voltaïques le 1er novembre 1961. En décembre 1970, il organise des élections législatives et nomme en février 1971 Gérard Kando Ouédraogo comme Premier ministre. Les vives querelles entre le Premier ministre et Joseph Ouédraogo, le président de l'Assemblée nationale d'alors, entraînent une paralysie de l'État. Le 8 février 1974, Aboubakar Sangoulé Lamizana suspend la Constitution. Un gouvernement de renouveau national est nommé, composé en majorité de militaires, dont le colonel Saïe Zerbo, ministre des Affaires étrangères. Des dissensions apparaissent au sein du parti majoritaire. La Deuxième République est en péril. Elle est remplacée par une troisième en 1977. Au premier tour de l'élection présidentielle de mai 1978, le général Sangoulé Lamizana est mis en ballottage par le candidat de l'Union nationale pour la défense de la démocratie. Il sera alors élu au second tour avec 56,27% des voix. Une série de grèves déclenchées par le syndicat des enseignants en 1980 se généralise. Le 25 novembre, Aboubakar Sangoulé Lamizana est renversé par un coup d'État militaire. Son ancien ministre des Affaires étrangères, le colonel Saïe Zerbo, prend sa place. Le 26 mai 2005, à l'âge de 90 ans, le père de l'armée voltaïque et burkinabé tire sa révérence.